Et j'ai fait une photo d'un mec qui est sur une table et j'arrive et le mec est coupé en deux en fait. Donc il a été amputé au niveau du bassin, au-dessus on va dire du sexe. Je me suis dit mais comment on peut continuer à vivre avec autant de parties humaines en moins en fait. Et ça m'a... Waouh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. On se retrouve avec Adrien. Adrien, merci d'être venu. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Adrien Vautier, j'ai 37 ans, je suis photoreporter. Je suis originaire de Montpellier. J'habite actuellement en banlieue parisienne, mais je suis à Montpellier l'indéraciné. Donc toujours ravi de redescendre dans mon sud. Et je parcours depuis plusieurs années les différentes zones de conflit autour de la planète. Je travaille pour différents médias nationaux tels que Le Monde, Libération, Magazine Marianne. Et je couvre pour eux les conflits qu'il peut avoir en Europe ou ailleurs sur la planète. Ça fait depuis 4 ans du coup que tu as été sur des conflits, c'est ça, sur des zones de conflit? C'est ça. Alors, j'ai commencé le métier de photoreporter à l'âge de 30 ans, il y a maintenant 7 ans. Mais je me suis concentré sur les conflits depuis celui du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'automne 2020. J'ai enchaîné ensuite avec la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan durant l'été 2021. Et depuis 2 ans, je travaille particulièrement en Ukraine, même uniquement en Ukraine, où je passe la moitié de mon temps là-bas. Je te propose de revenir sur ton parcours, sur les débuts scolaires jusqu'à tes 30 ans, on va dire. Alors, on va dire que j'ai eu vraiment une vie, une scolarité de base normale à la base, on va dire. Donc, bon élève, primaire, collège, voilà, première moitié de la classe, fils d'institutrice, donc forcément une forme d'exigence à la maison sur l'apprentissage, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est aussi ce bagage culturel qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Après, au lycée, c'est devenu un peu plus compliqué, on va dire. On va dire, j'ai eu des soucis déjà personnels. Et voilà, la rencontre avec le bédo, la rencontre avec le graffiti, voilà, les envies d'ailleurs, l'autorité, tout ça me posait problème. Donc, au lycée, la scolarité a été un peu plus compliquée. Je suis arrivé à avoir mon bac. Et après, j'ai arrêté mes études. Et c'est vrai que j'ai mené pendant quelques temps une vie un peu alternative. J'étais supporter de la Butte Paillade. Je le suis toujours, mais je suis plus au sein de l'association Butte Paillade, mais toujours dans le cœur. Et c'est vrai que ça m'a amené à parcourir la France entière. Donc ça, c'était génial. Ça m'a aussi amené à avoir quelques soucis un peu avec la justice, mais rien de bien méchant. Et après, je suis parti à Paris. Je me suis installé à Paris en 2012. Ouais. Et j'ai fait un petit job, je travaillais dans une boutique de fringues, et c'est là où je me suis vraiment mis à la photo, de manière vraiment avec une vraie réflexion, une vraie envie d'exprimer quelque chose, car jusqu'à présent, la photo était plus une forme d'outil qui me servait à documenter un peu ma passion pour le graffiti, donc à archiver. Ouais. Mais derrière, j'appuyais juste sur un bouton. Il n'y avait pas une réflexion ni artistique, ni documentaire, de quoi que ce soit. Et en arrivant à Paris, c'est vrai que ma pratique du graffiti, c'est pratiquement arrêté parce que je n'étais plus avec les mêmes potes. C'était pas forcément mon terrain. C'est vrai que le fait de quitter Montpellier, je me sentais peut-être moins à l'aise de peindre parce que voilà, c'était plus chez moi, on va dire. Et pendant une année, il y avait un vrai manque. Il y avait plus de passion. Et ça depuis jeune, c'est quelque chose qui m'arrivait pas. J'avais plus le stade, j'avais plus le graffiti. Et je me suis mis à la photo argentique tout seul, en trouvant un appareil photo. Et au début, en partant en vacances. Après, je suis parti voyager tout seul en Irlande,
voilà, des photos dans la rue. J'ai rencontré des amis comme ça. On a monté un labo photo argentique avec un coach qui s'appelle Arnaud. Enfin, c'était surtout lui. Moi, je l'ai accompagné dans ce projet-là. Donc, mon photo de manif. Voilà, je commençais déjà un peu on va dire, à tâtonner avec la photo. Et j'ai pu suivre une formation à l'école des Gobelins à Paris, une formation professionnelle de plusieurs mois, qui m'a appris des bases de la photographie argentique et digitale. Et c'est là, durant un module reportage, que j'ai découvert le reportage photo. Premier reportage international, ça a été la Cisjordanie en 2018, les 70 ans de la Nakba, donc qui est l'exode palestinien au moment de la création de l'État d'Israël, qui était en mai 1948. Et c'était les 70 ans, et je voulais me rendre à Gaza, et je n'ai pas reçu l'autorisation du gouvernement israélien pour m'y rendre, parce que chaque journaliste doit se déclarer. C'est eux qui te donnent l'autorisation d'accéder au territoire de Gaza. Et je ne l'ai pas reçu. Donc, je me suis concentré sur Jérusalem et la Cisjordanie. Donc, c'était des manifestations palestiniennes à la frontière, au checkpoint avec l'armée israélienne. Donc là, ça a été mes premiers moments de tension. Mais c'est différent d'une guerre ouverte entre deux pays. Donc voilà, c'est un conflit ancien, mais c'était de la manifestation, pas de tir à balles réelles les jours où j'étais là, pas de morts, voilà, du gaz, des cocktails Molotov, des pierres, d'un autre côté des balles en caoutchouc. Mais déjà, on va dire que ça a été ma première approche dans une zone de tension. Donc assez intéressant. C'est toi qui choisissais les pays où tu allais? Oui. Vu que je commençais dans le métier, personne ne m'attendait. Personne n'allait me proposer de partir parce que forcément, c'est réservé à assez peu d'élus quand tu commences. Donc, il faut prendre le risque aussi d'investir sur toi-même. Ça veut dire de te payer un billet d'avion et de te dire je pars du jour au lendemain et je vais produire de l'information. Bah moi, c'était essentiellement pour des magazines. Et donc, c'est un pari que tu fais sur toi-même. Tu te dis, je peux rentrer sans vendre. Oui. Ça peut arriver. Ouais. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. La Cisjordanie, j'ai rien vendu. Ok. Donc, mais c'est comme ça, c'est des leçons. Pour moi, ça semble évident de faire comme ça. C'est vrai que tout le monde ne pense pas forcément de cette manière-là quand tu commences le photoreportage. Moi, j'ai commencé d'abord en bas de chez moi à faire des sujets, on va dire franciliens, vu que j'étais à Paris, donc en Île-de-France, avec les sujets locaux, pour arriver à me faire de l'argent, parce que au début, économiquement, ça a été très compliqué. Venezuela, ça a été la première fois que j'ai collaboré avec Libération, donc ma première une de Libération, avec l'opposant politique qui s'appelle Juan Guaido, et c'était à l'Assemblée nationale vénézuélienne, et c'était une de mes premières commandes pour Libé. Donc, et en plus, il y a cette satisfaction de faire la une de Libé dans le groupe. Ça reste quand même quelque chose on va dire, de gratifiant. Dès la rentrée, on va dire, 2022, j'ai commencé à me plonger, à m'intéresser à l'Ukraine. Et j'avais un projet photo perso à côté qui n'a rien à voir avec le journalisme. Et du coup, j'étais un peu bloqué par ce projet-là. Et du coup, j'hésitais à partir. Et puis, il y a eu le 24 et du coup, T'as foncé. J'ai foncé direct. Le 25, j'étais en Ukraine. Le 25, était déjà en Ukraine. Le 25, je suis arrivé en Ukraine. Le 26, j'étais à Kiev. Ok. Le temps d'arriver, ouais, voilà. T'avais déjà des contacts un petit peu du coup? Très peu, très peu. Mais grâce à déjà, je suis pas parti tout seul. Je suis parti avec, à l'époque, qui était mon binôme de travail, qui s'appelle Morgane Bona, qui est une journaliste indépendante, que j'ai rencontrée en Arménie, et avec qui j'ai fait aussi l'Afghanistan et du coup le début en Ukraine. On est partis tous les deux. Et après, tu te rattaches toujours à d'autres journalistes que tu connais. Donc, sur place, moi, il y avait mon camarade Raphaël Yegobzadeh, qui est photojournaliste aussi, qui travaille en Ukraine depuis 10 ans. Et du coup, lui qui m'a quand même beaucoup aidé au début pour, voilà, me dire un peu la logistique. Voilà, tu te graisses un peu à des groupes, tu discutes avec les collègues de travail pour savoir où est-ce qu'il faut loger, où est-ce qu'il faut aller travailler. Enfin, voilà, après tu te débrouilles, hein. Justement, comment ça se passe? C'est des questions qui sont simples, mais où est-ce que tu dors, par exemple? Comment tu choisis ton logement? Je suppose qu'il n'y a pas d'hôtel. Et si, il y a toujours des hôtels. Il y a toujours un hôtel ou deux. Souvent, c'est des palaces qui restent parce que il y a toujours un hôtel qui reste ouvert parce que ça reste du business. Ils savent que les journalistes ont besoin de ça. Ou sinon, tu peux essayer de choper des Airbnb, des apparts.
Mais au début, en Ukraine, on savait pas ce qui allait se passer. Les Russes étaient aux portes de la ville, donc potentiellement, et la ville se faisait bombarder. Donc, être isolé en tant que journaliste, c'est dangereux. Ouais. Donc, c'est bien aussi de se regrouper dans un hôtel. Donc, c'est aussi un risque en se disant s'ils décident de tirer sur les journalistes, c'est vrai qu'on est une cible, mais aussi le fait d'être tous ensemble, ça veut dire on est visible de la part des belligérants. Ouais, voilà. Donc, normalement, ils sont pas censés nous tirer dessus. Donc, c'est aussi une forme de sécurité d'être tous ensemble. Et puis pour échanger les contacts, pour savoir aussi ce qui se passe, c'est très important d'être proche de tes collègues de travail parce que c'est là où tu discutes et tu vas glaner de l'info. Est-ce que tu peux nous présenter ton schéma, comment tu fonctionnes pour partir en mission? Alors maintenant, on va dire que j'ai engrangé de l'expérience et un nombre important de collaborations avec les médias. Du coup, j'arrive à prévoir à l'avance les missions auprès des médias pour ne pas partir tout seul et trouver des missions une fois sur place. Donc ça se prévoit depuis Paris. J'appelle, on va dire, les médias avec lesquels je travaille pour savoir s'ils ont besoin de moi. S'ils ont besoin de moi, on met en place un reportage, une mission avec, souvent, moi, quand je travaille avec Le Monde, on m'a affilié à un journaliste. Donc, je vais travailler sur les sujets que le journaliste a proposés à la rédaction. On se met en relation et après, après c'est une logistique bien huilée, donc avec Le Monde qui est un journal qui a des grandes expériences des conflits. Donc ils te mettent tous les moyens en place pour que tu sois le plus confortable possible, pour que tu te concentres sur ton travail. Donc, tu as des moyens financiers pour tes frais sur place. Il te faut louer ton traducteur, ta voiture, ton logement, ta nourriture ou les choses comme ça. Ton matériel de protection, gilet pare-balles, casque aussi qu'ils me fournissent. Et après, le voyage, avion, train, bus, taxi. Et après, une fois sur place, c'est du travail d'équipe. Donc voilà, le journaliste écrit, journaliste photo et fixeur. Donc les fixeurs qui sont, c'est vrai, un peu la partie immergée du journalisme parce qu'on n'en entend pas trop parler, mais c'est eux qui nous permettent de pouvoir échanger avec, par exemple, les Ukrainiens si on est en Ukraine, parce qu'ils parlent la langue, ils connaissent le terrain, ils nous proposent des idées. Voilà, c'est nos producteurs. C'est une porte d'entrée C'est nos anges gardiens. Ouais, voilà. Okay. C'est nos anges gardiens. Mais d'ailleurs, il y a eu un reportage de Charles Villa à propos des fixeurs. Oui, il y a eu plusieurs reportages. Il y a eu Reporters sans frontières, qu'on a fait un aussi récemment. C'est vrai que maintenant, ça tient à cœur à certains journalistes et à beaucoup de journalistes de mettre en avant aussi leurs fixeurs parce que c'est vrai que c'était un rôle au sein des médias qui n'était pas très valorisé avant. Parce que il faut dire ce qu'il y a. Il y a certains journalistes qui aiment bien capter la lumière. Et alors que, on va dire, le journalisme est quelque chose, selon moi, qui s'est transformé, car c'était un métier de solitaire qui est pour moi devenu un métier d'équipe maintenant. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Je suis jeune dans le métier, mais c'est vrai que je travaille avec des gens qui ont 30 ans de carrière, donc qui ont commencé dans les années 80-90. C'est vrai qu'eux, ils ont une approche totalement différente. Donc, de temps en temps, c'est vrai que bon, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est des chocs des générations. C'est comme partout. Il faut s'adapter. Les jeunes doivent s'adapter aux aînés. Et les aînés doivent s'adapter aussi à la jeunesse. C'est des histoires de compromis. Moi, j'ai toujours apprécié évoluer au sein des aînés parce que ça me permet d'apprendre. Moi, j'écoute, j'observe, je vois comment ils fonctionnent. Moi, ça m'inspire beaucoup. Est-ce que toi, tu as une expérience qui t'a marqué plus que d'autres quand tu couvrais un conflit? Une anecdote, un moment où tu t'es dit, qui te reste en tête? Il y a un moment qui m'a vraiment bouleversé, une expérience qui a été particulière, qui est la dernière, la plus forte que j'ai vécue. C'était à Barmouth en février 2023 avec justement ma camarade Morgane Bonnat. On suivait une équipe de fossoyeurs de la ville qui étaient des volontaires civils. C'était les derniers qui restaient, qui ramassaient les corps des civils pour leur donner un enterrement un peu digne et la ville était complètement bombardée, assiégée par les Russes. Et ça a été très fort parce que déjà c'était dans une zone extrêmement dangereuse. On était dans une des zones les plus dangereuses du monde à ce moment-là. Et c'était une équipe de 5 hommes, qui avait un vieux camping-car et
Et selon où les gens les appelaient, où ils tournaient dans la ville et ramassaient les corps qu'ils trouvaient pour aller les enterrer dans le cimetière. Ils prenaient des risques énormes parce que c'était une ville qui était sous le feu quotidiennement. Vraiment, il y avait plusieurs missiles par minute qui tombaient sur la ville, ou des obus, ou des bombardements. Les Russes étaient au port de la ville, donc il y avait vraiment le cœur de la bataille. Et eux, pendant ce temps-là, naviguaient au milieu de tout ça pour ramasser les corps et aller les enterrer pour qu'ils aient une fin un peu digne, parce que les corps qui sont fauchés comme ça par la guerre sont dans un état pas possible. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement noble, au lieu de fuir, de vouloir donner un peu de dignité à des gens qui avaient été fauchés par la violence de la guerre. Et ça m'a particulièrement touché parce qu'on a passé 2-3 jours avec eux. Et puis au bout d'un moment, ta place n'est plus là parce qu'il faut partir. Parce que déjà, c'est dangereux. Et puis voilà, t'as fini ton sujet. Et c'est des gens qui nous ont accueillis, qui nous ont parlé, qui nous ont emmenés avec eux dans leurs locaux. Voilà, on passe vraiment du temps, on échange, vraiment présent. Ouais, exactement. Tu passes toute la journée avec eux, tu le connais pas, puis d'un coup, on t'introduit. C'est une photographe allemande, une amie, Johanna Fritz, qui nous a introduits avec cette équipe-là. Merci à elle. Et oui, ça m'a... Et de partir et de les laisser derrière, continuer leur vie. Moi, je ne sais pas s'ils sont vivants encore, ces gens-là. Et ça, oui, ça a été fort. Parce que c'est des gens qui se sacrifiaient pour les autres. Parce que vraiment, c'était très, très dangereux ce qu'ils faisaient. Puis c'était les derniers, surtout. C'est des gens qui n'étaient pas fossoyeurs au départ. C'est juste des habitants de la vie, quoi. Et du coup, on les a suivis, ils voient des choses terribles. Et il y en avait même un qui était devenu bègue parce qu'il avait été soufflé par une explosion au travail. Un bombardement, une explosion à côté de lui. Du coup, il était devenu bègue. Et c'était des gens, pour curser la main, c'était des gens vraiment profondément gentils. Tout à l'heure, tu disais justement, la guerre, c'est ce qu'il y a de pire en gros, mais ça révèle quand même des qualités humaines, ça révèle des héros. C'est ça, en fait, la guerre, c'est assez révélateur de l'être humain. Donc, les gens peuvent devenir des monstres, mais d'autres deviennent ce qu'on appelle des héros, même s'ils n'ont pas forcément envie qu'on les appelle comme ça, parce qu'ils font passer le bien commun avant leur propre sécurité. Donc, il y a beaucoup de gens, de volontaires, que ce soit déjà les soldats, être prêts à sacrifier pour la liberté, la défense de son pays. Moi, je trouve que c'est une cause qui est très noble. Et à côté des soldats, il y a aussi des gens qui apportent de la nourriture aux civils, qui aident, parce que il y a plein de civils qui ne peuvent pas parfois partir, parce que soit ils sont trop pauvres, ils disent si je quitte mon appart, je vais aller habiter où? Il y a des gens qui sont trop vieux, qui refusent de partir ou qui ne peuvent pas partir. Et puis il y a des gens qui sont soit malades, soit un peu fous. Et ces gens-là sont pris au milieu de la guerre. Les soldats peuvent pas les évacuer. Enfin voilà, c'est très compliqué. Ouais, tu peux pas continuer. Et voilà, les soldats doivent travailler. Et du coup, il y a ces centres. Du coup, en Ukraine, ils ont ouvert ce qu'ils appellent des points d'invincibilité, qui sont des endroits où tu peux venir recharger ton téléphone, tu as de l'internet, tu as des médicaments, on te sert de la soupe, du thé. Et ça, c'est des civils, des volontaires qui font ça jusqu'au dernier moment, quoi. Jusqu'à ce que la ville tombe. Et ça, du coup, il faut amener de la nourriture. Enfin, c'est des gens qui prennent beaucoup de risques, qui vont dans des zones très dangereuses pour essayer d'aller sortir des civils, aider des civils. Et ça, moi, je trouve ça incroyable, que le courage qu'il faut, et puis voilà, cette générosité qu'il faut pour se sacrifier pour les autres. Parce que ces gens-là font passer les autres avant eux. Et je trouve que c'est important qu'on n'abandonne personne. Et les Ukrainiens se sont vraiment unis dans ce conflit-là. Moi, ça m'a vraiment marqué. C'était un pays qui était quand même assez divisé avant l'invasion de 2022. Et tout n'est pas tout blanc, évidemment, mais il y a une vraie union qui s'est créée. Et du coup, il y a une solidarité. Moi, j'étais même avec des soldats. Voilà, malheureusement, ils ont au sein des Ukrainiens des pro-russes, le Donbass. Et ben même eux, les soldats les protègent aussi, donc ils savent à qui ils ont affaire, ils restent méfiants, mais ils les protègent quand même. Ouais, ok. Alors qu'eux, ils sont pour l'ennemi. Mais on était pour Le Monde avec mon collègue Rémi Ourdan, on faisait un reportage dans une ville qui s'appelle Lysychansk du Donbass, qui est tombée à l'été 2022. Et du coup, on tournait avec la police de la ville pour amener des médicaments et de la nourriture. Et ben il y avait des gens qui refusaient complètement l'aide ukrainienne en disant on ne veut rien de votre part, nous on attend que les Russes arrivent. C'est une ville sous le feu, hein. Il y a un journaliste de BFM TV qui est mort à ce moment-là. C'était une zone très très dangereuse.
et ces policiers-là n'avaient aucune animosité. Ils comprenaient. Peut-être qu'ils comprenaient pas, mais en tout cas, ils toléraient que ces gens-là aient ce discours-là. Mais ils essayaient quand même de les aider. C'est quoi l'endroit ou la situation la plus dangereuse que tu aies vécue? Ouais, c'est Barmout et Irpin, les deux grandes batailles que j'ai couvert en Ukraine. Irpin, c'était sur la bataille de Kiev autour, donc c'est une ville de la banlieue de Kiev où les Russes se sont arrêtés là. Une partie des Russes ont essayé d'envahir Kiev par cette ville-là. Donc c'est la ville voisine de Boutcha qui avait été contrôlée par les Russes, où il y a eu beaucoup de meurtres, voilà, de crimes de guerre, de viols, de choses comme ça. Irpin, c'était une ville qui a été contrôlée à moitié par les Russes. Du coup, c'était au cœur de la bataille. Et là, vu que c'était le début, c'était assez chaotique, donc tu pouvais te faufiler. Et du coup, de nous-mêmes, avec un ami qui s'appelle Anthony Lalican, qui est photojournaliste aussi, et ben de nous-mêmes, on allait tout seul dans la ville. Là, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, ouais. Parce que en fait, les Ukrainiens avaient détruit le pont qui reliait Kiev à la Irpin pour ralentir une possible invasion. Et donc, on pouvait pas venir avec notre propre voiture. Donc, il fallait laisser la voiture, descendre à pied, traverser le pont, et après monter dans des voitures d'Ukrainiens qui faisaient les allers-retours pour exfiltrer les civils. D'accord. Sauf que moi, j'arrive, j'ai pas de traducteur, j'ai rien, on est tout seul, on parle français, du coup, compliqué, l'émotion, les gens parlent pas, tout le monde ne parle pas anglais, donc tu montes avec quelqu'un qui comprend pas, et là, voilà. Et t'es dans une ville qui est contrôlée à moitié par les Russes, donc tes soldats ils disent, voilà, cette partie-là est contrôlée par les Russes, cette-là par les Ukrainiens, donc après, toi, tu navigues au milieu de ça, donc tu vas étape par étape, tous les jours, tu vas un peu plus loin, tu restes un peu plus longtemps, parce que tu commences on va dire, à connaître la zone. Et donc, oui, ça, c'est risqué. Et ça t'est arrivé de tomber face à un Russe ou... Non. Non, jamais? Non. Les Ukrainiens font très attention à que les journalistes ne soient pas mis dans des situations pareilles. C'est leur responsabilité. Et puis, ça fait toujours des incidents diplomatiques. Et du coup, la seule fois où j'étais sur une ligne de front autour de Barmout, où les Russes ont attaqué la position dont j'étais sur la première ligne, les Russes ont attaqué, ils commençaient à avoir des échanges. Voilà, c'est deux positions à 100 mètres d'un côté d'un champ, d'un autre. Donc, il y avait les Ukrainiens. Moi, j'étais côté ukrainien. 100 mètres plus loin, il y avait dans une tranchée, il y avait des Russes. Les Russes ont attaqué. Et ben moi, les Ukrainiens ont tout de suite sorti. D'un coup, ils t'as même pas dit, genre, ouais, en moins d'une minute, j'étais exfiltré parce qu'ils voulaient absolument pas que tu restes. Pourquoi c'est important pour toi de faire de la photo sur ces zones? Alors, pour moi, déjà, c'était important de faire de la photo parce que j'avais besoin, c'est un moyen d'expression par lequel je m'exprime le mieux, on va dire. Plus jeune, on va dire que l'expression par la parole était un peu plus compliquée. J'avais plus de mal à mettre des mots sur des émotions. Ça s'est amélioré en vieillissant. Et l'écriture, je suis vraiment pas bon. Et donc, c'était pour moi une manière d'exprimer des émotions et une vision aussi du monde, ma vision aussi du monde. Et la zone de conflit, ça faisait longtemps que ça m'intéressait parce que je suis quand même assez intéressé par l'histoire. J'ai une partie de ma famille aussi où j'ai un héritage militaire. Mon grand-père était militaire et lui était le dernier d'une longue lignée militaire. Donc mon grand-père nous a beaucoup parlé de l'armée. C'était assez présent de ce côté-là de la famille, grand-père paternel. Donc c'était quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé parce que en plus les guerres sont des marqueurs temporels très puissants. Et donc tu fais un peu aussi partie de l'histoire quand tu couvres ça. Et du coup, je m'étais toujours dit, si tu fais ce métier-là, j'aimerais essayer au moins une fois, savoir comment ça se passe de l'intérieur. Et puis surtout pour savoir, tu ne peux pas savoir si tu es fait pour ça. Moi, il faut y aller pour voir. Mais il y en a, on l'a vu, il y en a qui essayent. C'est triste parce que parfois il y en a qui essayent, qui viennent complètement traumatisés ou blessés et c'était pas fait pour eux. Moi, le premier a été assez bouleversant et puis en fait, pour l'instant, c'est là où j'ai envie d'être parce que même ça m'a permis de trouver un équilibre personnel qui, jusqu'à encore il y a quelques années, était assez chaotique, on va dire, mon moi intérieur. Et ça m'a permis de retrouver une balance, en fait, de me confronter à quelque chose d'encore plus chaotique que ce que pouvait être ma vie. Ça t'a obligé à trouver l'équilibre? En fait, ça m'a même pas obligé, ça l'a fait naturellement, en fait. Parce que t'avais des séquelles, en fait, quand tu ouais. nais, c'est ça? Non, en fait, déjà, j'avais des séquelles de ma jeunesse, ouais. des traumatismes personnels de ma jeunesse.
qui laisse des traces au fur et à mesure. Donc il y avait de la colère, il y avait il y avait différentes choses, de la tristesse, des choses comme ça. Et c'est vrai que qu'on a quand voilà, il y avait eu de la dépression et du coup on a tendance à se centrer sur soi-même dans des moments comme ça et à ne plus percevoir la douleur des autres. Et ce travail-là est fait justement pour s'oublier un petit peu. Mon travail n'est surtout pas que ce soit moi en train de couvrir le conflit. Moi, je suis là pour rapporter des témoignages ou des faits qui concernent des populations ou un pays ou une culture ou des choses comme ça. Mais moi, je ne suis que le rapporteur. Et du coup, ça m'a permis de laisser entrer un peu en moi aussi le problème, enfin les problèmes des autres ou la vie des autres. Et ça m'a fait du bien aussi. Il ne faut pas oublier que là, si c'est l'Ukraine, c'est le traumatisme ukrainien. Si c'est en Afghanistan, c'est le traumatisme des Afghans. Justement, en Afghanistan, là, c'est différent, c'est un changement de pouvoir. C'est ça, c'est les talibans qui reprennent le pouvoir. Tu peux expliquer un petit peu le sentiment qu'il y a quand tu te rends là-bas? Alors voilà, ils sortent de environ une 40aine d'années de guerre qui a complètement détruit le pays. Il faut dire ce qui est. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Les conditions de vie sont très dures. Donc moi, j'avais prévu de couvrir pour le magazine Marianne avec ma collègue Morgane Bonnat. On devait arriver le 20 août 2021 à Kaboul quand on a pris nos billets. Normalement, le gouvernement précédent était censé être là. Et il y a eu une accélération de l'offensive talibane durant l'été et ils prennent le pouvoir à Kaboul le 15 août. Donc ça bouleverse totalement notre voyage. Donc le temps qu'on voit si en termes de sécurité c'est accessible, qu'on reprenne des nouveaux billets, qu'on s'organise. J'arrive tout début septembre, on passe par la frontière ouzbek. On arrive dans une ville qui s'appelle Mazar-e-Sharif, du coup, qui est la grande ville à la frontière ouzbek au nord du pays. Et on commence à travailler et on sent déjà c'est étrange, le poste t'arrives et le poste frontière, tu tombes sur un taliban. Le mec il s'en fout de toi en fait, il arrive, ouais, tamponne, méprise un peu comme tous les gardes frontières à travers la planète. C'est des gens qui sont jamais très sympathiques aux frontières. Donc comme d'habitude, tu rentres, tu vas dans une ville et en fait, moi j'étais jamais venu en Afghanistan, du coup je peux pas comparer, mais du coup les talibans sont là et c'est eux qui contrôlent. Donc ils ont le matériel policier, ils sont dans les rues, ils ont le matériel militaire ils laissent la presse. Et ils laissent la presse travailler. D'accord. Donc ils te laissent travailler. Oui, non, mais ils étaient tellement dans une euphorie de victoire que les premiers mois, moi quand je suis arrivé en septembre, oui, on a pu faire des choses quand même qui étaient assez incroyables, aller dans des coins qui étaient trop dangereux jusqu'à présent. Les talibans nous ont laissé quand même travailler majoritairement dans des conditions de travail assez simples. Mais après, ça s'est très vite dégradé. 6 mois après, déjà, ça avait changé. En 3 mois, ça avait déjà changé parce que c'est vrai que la politique des talibans est quand même politique, par exemple, sur les femmes, très régressive. Et c'est une vision religieuse de la politique aussi. Donc, ils ont été extrêmement critiqués par les médias internationaux, à juste titre, même si c'est pas notre travail de forcément critiquer, mais plutôt d'amener des faits pour que les gens se fassent leur avis. Mais nous, ça nous a tenu à cœur de faire, du coup, on va dire un peu les victimes des talibans, donc tout côté culturel, qu'est-ce qui va changer, les femmes, les artistes, des choses comme ça. Mais ça nous intéressait aussi d'avoir la vie des talibans et des gens qui étaient pour le retour des talibans. Parce qu'il y a des gens qui ont énormément souffert de la présence des Américains dans les montagnes. Il y a eu beaucoup de victimes civiles, de bombardements. Et pour nous, ça nous semblait important d'avoir la vision des deux côtés. Mais ça semble évident. Mais et ça fait relativiser parce que quand on écoute ces gens-là se battre, les talibans, c'est des gamins. Il faut dire ce qu'ils disent. C'est des gens qui ont 20-25 ans en moyenne d'âge, qui ont grandi. Qui ont juste connu l'école coranique, qui ont grandi dans la montagne, qui sont enrôlés en fait, qui sont enrôlés, voilà, c'est aussi une approche particulière. Faut pas être non plus dans le jugement. Moi, j'y vais pas pour juger. Moi, je connais rien, donc je suis là pour m'imprégner. Et après, je ramène des faits. Et après, mon jugement personnel, ça ne regarde que moi. Mais du coup, c'était intéressant de les écouter parler. Et puis, quand on les écoute parler, ils sont, malgré qu'on soit
qu'ils aient une politique terrible, dangereuse et antidémocratique. Il y en a qui ont quand même souffert. Ils ont perdu des familles, ça a été la guerre. Ils vivent dans des conditions très très dures. Et puis il y avait les Américains qui étaient là. C'est quand même une puissance étrangère qui envahit un peu ton pays, qui règne sur ton pays. Donc donc je peux comprendre qu'ils aient une vision différente. Je trouve ça assez dur de dire que le journaliste doit être un observateur assez neutre. Moi, je reste un humain avant tout. J'étais un humain avant d'être journaliste. Je serai après d'être journaliste. Si je vois une situation qui me paraît, qui ne respecte pas mes valeurs, c'est l'humain qui prendra le dessus. Si je peux, si ça me met pas en danger, voilà, il y a ces causes dangereuses. Mais par exemple, en Ukraine, ça m'est arrivé de temps en temps, tu poses l'appareil photo et voilà, t'essayes d'aider comme tu peux aider de temps en temps, même si c'est pas ce rôle de travailleur et tu... Ouais, parce que je suis pas là pour être... Moi, je me sens pas d'être un simple observateur neutre en disant non, mais je prends pas parti. Bien sûr que je suis pas là pour prendre parti. Mais de temps en temps, tu vois des choses trop dures, qu'il y a quelqu'un qui galère, qui trébuche. Tu vas quoi, juste l'observer? Ah non, je suis observateur, je vais pas l'aider à se relever. Il y en a qui le font. Moi, c'est pas mon point de vue. Si on voit, il y avait beaucoup de gens âgés. Et si tu le vois, il a besoin de se faire aider. Ils arrivent avec des sacs. Voilà, c'est normal. Bien sûr, tu peux faire ta photo. Une fois que tu as fait ta photo, tu peux quand même donner un coup de main. Ça me semble évident. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches? Est-ce qu'ils ont peur quand tu pars dans des zones? J'imagine que oui. Alors, au début, quand j'ai commencé d'être reporter en zone de conflit, évidemment. Maintenant, avec le temps, ça va mieux. J'ai de la chance d'avoir des proches qui me soutiennent énormément. Déjà, ma compagne, qui est derrière moi vraiment à 2000%, qui me soutient en fond parce que aussi elle a vu me révéler. On s'est mis en couple au moment où je commençais la photo. Je lui ai toujours dit que je voulais faire de la zone de conflit. Elle a vu mon évolution sur du métier. Elle voit que ça marche pour moi, donc évidemment qu'elle est fière. Mais sinon, ma famille aussi est fière de moi, donc je suis évidemment content. Je suis évidemment tout le temps. Mais oui, en Ukraine, il y a de l'inquiétude au début parce que c'était l'armée russe en face, on savait pas ce qui allait se passer. Donc oui, au début, il y a eu un peu d'inquiétude. Maintenant, ça va mieux. Ah, ok. Comment tu te reconnectes quand tu reviens en France? Combien de temps ça prend? Combien tu te reconnectes à la vie en fait normale? Ça prend, moi, ça prend 1 semaine, 10 jours où j'ai besoin un peu d'un sas de décompression. Donc, je reste un peu chez moi. Je revois un peu mes amis au compte-gouttes. Je vais faire un peu des vacances. Je me mêle pas trop à la société pour essayer, voilà, de faire descendre les émotions et de reprendre pied dans la réalité, du coup française, dès que je rentre en France, comparé aux réalités qui sont très différentes, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Donc, et puis surtout pour pas les faire rentrer en confrontation. Ça c'est important parce qu'au début j'avais tendance à les opposer et du coup ça crée du conflit en moi parce que il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Si tu les mets en opposition, par exemple, tu vas rentrer, tu vas trouver qu'il y a des manifestations pour des droits sociaux et tu vas dire oui, mais comment vous vous plaignez alors que à 2000 km des gens sont en train de mourir? Et c'est comme ça, en fait, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'avoir leurs propres problèmes. Il n'y a pas des problèmes qui sont plus ou moins importants. En fait, c'est juste des problèmes qui sont différents et des réalités qui sont différentes. Et on vit dans un monde qui est rempli de différentes réalités. Et il faut jamais penser que la sienne est la réalité ultime. Sinon, c'est là où ça devient dangereux pour soi, même pour la démocratie ou pour la société. Il faut aussi avoir cette tolérance de se dire, il y a des gens qui ont d'autres problèmes que la guerre. Il faut réussir à comprendre ça. Il faut arriver à le comprendre, à l'accepter, te dire, voilà, il y a des gens, eux, tous les jours, ils ont peut-être que ça le fait chier de prendre le métro. Enfin, désolé du vocabulaire, mais il y en a, rien que de prendre le métro, ça les fout en colère, quoi. Alors que c'est un peu ça, mais c'est son problème à lui et il a le droit de l'exprimer aussi. Alors, on va passer aux questions que vous nous avez posées pour Adrien. Alors, on a Julia. Est-ce que tu ressens un sentiment d'injustice quand tu rentres chez toi? Ça m'est arrivé. Surtout au début de ma carrière. Ça peut être de l'injustice sociale, médiatique aussi, quand, par exemple, tu as couvert un événement et qui disparaît des médias parce que
il y a une hiérarchisation et c'est normal. Du coup, on passe à autre chose. Mais oui, il y avait aussi une injustice, vu qu'on est quand même dans un pays riche, démocratique, avec beaucoup de liberté. Oui. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure sur le rapport à la liberté. De temps en temps, je trouvais ça injuste que certaines personnes se plaignent. Mais comme j'ai dit, c'est légitime qu'en France, on défende ses droits et qu'on ait aussi le droit de se plaindre. Parce que dans des pays, même se plaindre, c'est interdit. Donc, j'ai dû travailler sur moi à ce niveau-là. Donc maintenant, ça va mieux, je le ressens plus. Bon. Alors, on a Emeric qui nous demande comment conserver une bonne santé mentale. Très bonne question. Moi, j'ai fait pendant longtemps de la psychanalyse, mais ça, c'était pas forcément avant. Je faisais avant mon travail, mais ça m'a aussi beaucoup servi dans mon travail. Donc, la psychanalyse pour moi, mais aussi un équilibre avec une vie personnelle équilibrée aussi. Donc, que ce soit équilibré dans mon couple, j'ai une vie de famille assez saine avec mes proches, mes amis, avoir un genre de... Moi, j'ai besoin de mon cocon familial qui englobe la famille de sang et la famille de cœur. D'accord. Et ça, de me sentir aimé de mes proches, de rentrer, qu'ils soient là, qu'ils soient présents, de les voir, ça me permet d'avoir un vrai équilibre. Ok. On a une question de Zoé. C'est quoi la motivation qui t'a amené à faire ce métier? Ça a été plusieurs motivations. Déjà, vraiment, la photographie, c'était le besoin d'exprimer quelque chose. Un sentiment vraiment depuis jeune avec une colère un peu sociale, voilà, face à l'injustice, on va dire, de la vie. J'avais besoin d'exprimer des choses, de me confronter, d'une curiosité aussi à nourrir. Et en fait, c'est plein de facteurs différents où je suis arrivé à trouver dans ce métier-là quelque chose qui les réunissait tous. Donc l'envie de voyager, la curiosité, rencontrer des gens, un peu de prise de risque aussi. Voilà, le côté un peu créatif aussi, avec la photographie, le journalisme me passionne. Donc voilà, et ça m'a donné énormément de motivation pour faire ce métier-là. Une question de Orlan. C'est qui la personne qui t'a le plus marqué pendant tes voyages? C'est dur parce qu'il y a eu beaucoup de choses bouleversantes, mais une des dernières que j'ai faites, la personne, je lui ai pas vraiment parlé. J'étais dans un centre de rééducation pour soldats à Lviv en Ukraine, et où des soldats qui ont été blessés à la guerre, on leur apprend à utiliser leurs prothèses. Voilà, c'est un centre de rééducation. Et j'ai fait une photo d'un mec qui est sur une table et j'arrive et le mec est coupé en deux en fait. Donc il a été amputé au niveau du bassin, au-dessus, on va dire, du sexe. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, mais comment on peut continuer à vivre avec autant de parties humaines en moins, en fait. Il y avait la moitié du corps, c'était un homme tronc, enfin, il avait les bras, mais coupé en deux. Et ça m'a, waouh. Mais cette personne-là, j'ai pas discuté avec elle, je suis resté, il a accepté que je fasse la photo, mais il était déjà dans une séance de rééducation, j'ai pas voulu le déranger, et puis, en termes de pudeur, ouais, c'est la violence parce que cet homme-là, vu que c'est un soldat, il a dû être blessé au front, il a été coupé en deux quand même. Donc c'est aussi la souffrance qu'il a dû avoir en amont pour arriver jusqu'à ce moment-là où moi je l'ai pris en photo aussi. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Alors sur cette photo, nous sommes dans le cimetière d'Izium, qui est une ville du Donbass qui avait été prise par les Russes et libérée par les Ukrainiens au moment de la contre-offensive en 2022, automne 2022. Et du coup, à la sortie de la ville, au moment de la libération, tout le monde a découvert ce cimetière essentiellement civil, de gens qui sont morts pendant l'occupation, soit à cause des bombardements, soit à cause aussi de certains séismes faits par les militaires russes. Donc, c'était des centaines de tombes comme ça, creusées dans le sable. Et moi, j'arrive, la ville a déjà été libérée depuis quelque temps. Mais j'étais quand même curieux et du coup, j'arrive, je suis en fin de journée, il y a ce rayon de soleil qui traverse les bois. Et donc, ça me fait quand même une lumière qui est un peu, on va dire un peu avec une puissance religieuse, on dirait un peu avec la croix, les symboles religieux, les choses comme ça. Donc, ça crée une ambiance particulière. Et évidemment, évidemment triste, parce qu'il s'agit de la mort. Alors là, on est sur le site d'un bombardement russe à Zaporizhzhia, qui est une grande ville d'Ukraine. Et
et je viens d'arriver sur les lieux. Le bombardement s'est fait au milieu de la nuit. Moi, j'arrive au milieu de journée, mais il y avait un incendie tellement important que les secours n'avaient pas accès aux décombres pour essayer de sauver les gens parce que tout brûlait. Et là, c'est une photo d'un des premiers pompiers qui arrive à venir. Donc voilà, on voit encore la fumée qui sort pour arriver à regarder s'il y a des survivants, malgré le fait qu'ils étaient bien, qu'il n'y avait pas grand monde. Et du coup, j'ai passé une douzaine d'heures auprès des pompiers. Du fait qu'ils déblayent, qu'ils ont sorti quand même pas mal de corps. Donc c'est une photo qui a fait la une du Monde. On est à l'automne 2022 à Zaporizhzhia et du coup voilà, c'est vrai on m'a fait souvent la remarque qu'il y avait un peu une iconographie un peu 11 septembre. Le pompier jaune, les immeubles fracassés comme ça, et là ben voilà, un missile, des dizaines de morts et une dizaine de blessés. Donc une photo qui me tient particulièrement à cœur parce que je la trouve forte. D'accord. Alors cette photo, voilà, on est Cisjordanie, mai 2018, et c'est mes premiers reportages un peu en zone, on va dire, de tension, de conflit, et c'est un peu mes premières photos fortes que j'ai réussi. Celle-là fait premier de ce qu'on appelle un peu dans le milieu, on appelle ça une plaque, un peu. Donc c'est une photo un peu forte qui ressort, qui dégage un peu plus de puissance. Et en fait, ça faisait 1 an où j'avais un peu un blocage. Je sortais de mon école de journalisme et je me prenais beaucoup la tête sur la prise photo et je me laissais pas réellement aller. Et vu que là, on était dans un moment un peu de tension, où il fallait rester concentré, j'ai laissé faire vraiment mon inconscient et parce que je savais que j'avais en moi la technique, des choses comme ça. Et du coup, c'est un peu mes premières photos là, la Cisjordanie, dont je suis satisfait, où je trouve qu'il se passe quelque chose. Donc là, voilà, on est en 2019, automne 2019. Il y a ces énormes manifestations à Santiago du Chili. Moi, je débarque. Il y a des centaines de milliers, millions de personnes dans la rue. Et là-bas, c'est assez particulier. Ils sont très branchés cocktail Molotov, les manifestants. Et la police, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'en France. Donc, il y a très peu de policiers dans la rue. Donc, ils se laissent, enfin, ils maîtrisent quand même le maintien de l'ordre, mais ils laissent quand même déborder un peu des choses. Donc voilà, il y a des gens qui balancent, ils reçoivent des cocktails Molotov, c'est des bombes de peinture toute la journée. Et donc voilà, je photographie un peu cet instantané de ce manifestant qui va jeter son cocktail Molotov sur le camion, sur le canon à eau qui a juste devant lui. Et ça a été assez impressionnant parce que c'était les manifestations les plus importantes que j'ai vues. On est en centre-ville, ils mettaient le feu à des bâtiments de 4 étages, ils ont pillé des églises, des universités. C'était à un moment, j'ai cru que le point de bascule était atteint et que ça allait devenir le chaos, vraiment. Alors là, on est dans l'église, une ville qui s'appelle Chouchine, qui est une ville qui appartient à l'Azerbaïdjan, qui a été gagnant à la fin du conflit de 2020 par l'Azerbaïdjan, qui est juste au-dessus de la capitale Ankara, qui s'appelait Stepanakert. Et c'est une église qui a été bombardée et dans laquelle je me trouvais quelques jours avant. J'étais venu me réfugier avec des journalistes. J'étais en mission pour Libération et avec d'autres journalistes de radio. On était venus se réfugier pendant un bombardement. On avait évacué Stepanakert, qui se faisait bombarder. On s'était réfugiés là-bas. On avait eu une info comme quoi la ville était tranquille. On arrive sur place et en fait, la ville se fait bombarder. Donc, on se réfugie dans l'église. On passe quelques heures dans l'église avant de pouvoir se faire exfiltrer. Et je reviens quelques temps après. En fait, l'église, s'est faite bombarder. Donc, je rentre dedans, je fais quelques clichés. Et il y a une lumière incroyable. Et en même temps, c'est un peu dramatique de voir ces lieux cultes complètement détruits. Mais c'est une photo que j'apprécie parce que je trouve qu'il y a vraiment une très belle lumière. Alors là, on est au cimetière militaire de Yerevan, qui est la capitale de l'Arménie. Donc on est en Arménie, pas au Karabakh, et on est tout à la fin du conflit. Et voilà, et je vais dans ce cimetière-là pour un sujet pour le journal La Croix. Et je vois cette dame qui sur la tombe que j'ose imaginer que c'est son fils, ou en tout cas que c'est un proche, au milieu de toutes ces nouvelles tombes. Et c'est là aussi où on se rend compte un peu de l'ampleur de la guerre.
souvent, en tant que journaliste, on n'a pas accès au nombre de morts, on n'a pas accès au front tout le temps, comme on veut. L'Arménie, ça a été le cas aussi. Beaucoup contrôler l'accès au front des journalistes. Et là, on arrive et on voit tous ces tombes fraîches avec, voilà, ces visages dessus. Et du coup, moi, ça marque. Et puis, on voit les gens qui restent parce que pour les proches, la vie s'arrête aussi. Donc, il y avait une émotion particulière à ce moment-là. Alors là, ouais, voilà, Kaboul, septembre 2021. Et donc, premier plan, voilà, c'est pick-up de talibans qui circulent dans la ville, faire la sécurité armée jusqu'aux dents. Et au second plan, une fresque talibane sur l'ambassade, l'ex-ambassade américaine. Du coup, ce gros bâtiment, c'était l'ambassade américaine, donc c'est un symbole pour les talibans de l'avoir récupéré. Donc voilà, on est sur un des ronds-points principaux de la ville. Du coup, ils ont peint cet énorme symbole. Donc là, on est dans une université à Kaboul et on arrive et c'est une conférence de presse qui a été ficelée par le gouvernement taliban pour montrer que les femmes ont encore accès à l'université. Et ce qui est étrange, c'est que ces femmes-là voilées, ce n'est pas le voile à blanc, ça c'est pas le voile à blanc, c'est la burqa. Ça, c'est le voile qui vient des pays du Golfe. Donc il y a aussi ce truc-là un peu étrange. Et puis cette ambiance, c'est très étrange d'arriver de voir toutes ces femmes-là voilées de cette manière-là. Et c'était une mise en scène pour les journalistes aussi de la part du gouvernement taliban. Et donc c'est une photo qui m'a assez marqué parce que quand on voit toutes ces femmes voilées alignées comme ça, déjà c'est fort, mais en même temps ça crée, c'est étrange comme sentiment. C'est assez étrange. Donc voilà, c'est des étudiants qui revendiquaient le fait que les talibans les laissaient étudier. Ok. Donc là, c'est une photo de cette jeune femme qui embrasse la photo de son mari qui est mort au combat. Et donc déjà tout le drame de perdre son conjoint parce qu'il s'était séparé par la guerre. Quand tu es sur le front, tu peux pas te voir. Donc tu perds d'un coup ton proche sans pouvoir lui dire au revoir. Mais c'est surtout qu'elle, 50 mètres loin, il y a la mère de cette dame-là qui pleure sur la tombe du frère de cette dame-là qui est mort aussi au même endroit à 6 mois d'intervalle. Donc cette jeune femme a au même endroit la tombe de son mari et la tombe de son frère. Et ça c'est le drame aussi des guerres. Et ça a été un moment qui m'a vraiment, c'est une photo qui a tourné aussi, qui a fait je sais pas si elle a été publiée dans Le Monde, je crois qu'elle a fait aussi la une peut-être. Et ouais, c'est un moment très fort capturé sur le moment parce que c'est pas une mise en scène du tout. Mais et j'ai recroisé cette dame, je suis revenu dans ce cimetière-là il y a quelques temps. Peut-être un peu moins d'un an après avoir pris la photo et j'ai vraiment la croisée au même endroit. Donc ça veut dire qu'elle vient très régulièrement en fait parce qu'on est remis par hasard. Et ça m'a vraiment marqué, ouais, c'est comme ça de perdre des proches, un frère, un mari, 6 mois d'intervalle et puis c'est toute la douleur dans ces cimetières-là. Vous pouvez pas imaginer la douleur qu'il y a quand on est témoin des proches qui viennent se rendre visite, fleurir les tombes. C'est pas facile. Merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as raconté. Merci à vous. On espère voir tes photos très prochainement. J'espère aussi, ça devrait arriver. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive plus. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. La suite arrive.